Chez les jeunes, la consommation de drogue a explosé, la cote d'alerte est atteinte. Depuis 10 ans, le nombre de mineurs ayant déjà expérimenté une substance psychotrope a plus que doublé. Et le pire est à craindre. Un jeune sur 25 est aujourd'hui familier à des drogues dures comme la cocaïne et l'ecstasy. Qu'est-ce qu'il a, lui? Un ecstasy aussi? Oui. La cocaïne, l'ecstasy, mais aussi le cannabis. Et c'est nouveau, du gaz hilarant. La drogue est partout. En soirée, devant les établissements scolaires. Ici, c'est midi. Il n'y a pas d'interruption. Je peux venir à n'importe quelle heure. En vente libre sur des sites illégaux. Et même dans les supermarchés où les ados achètent librement des capsules de gaz hilarant pour se shooter. Merci beaucoup. Bon prix, alors. L'ampleur du phénomène est telle que le trafic touche désormais les collèges et les lycées. Ça me fait genre vraiment du bien, ça me détend. J'ai les idées ailleurs en fait. À la clé, des scènes spectaculaires. Certains parfois frôlent la mort sans le savoir. Faut te calmer. Il n'y a pas un infirmier ici? Non, c'est nous, on fait le bon. Aujourd'hui, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et dénoncent ce fléau. Des doses de 170-174 mg, c'est potentiellement mortel. Et la drogue se banalise. Des lycéens n'hésitent plus à dealer eux-mêmes pour gagner des centaines d'euros. J'en ai acheté 100. Pour une somme de 180 € du coup. Un truc avec des tasses dedans? Les conséquences sont dramatiques. Voilà la chambre de Louis, mon doudou. Vous l'avez en photo, là c'était lui cet été. Et voilà, il nous manque beaucoup. Des jeunes meurent d'overdose après une simple expérience. C'est rageant parce que il est mort parce qu'il n'a pas été prévenu des dangers. Des écoles des quartiers chics de la capitale aux banlieues, en passant par les zones rurales, la drogue fait de plus en plus de victimes dans les collèges et les lycées de France. Là, c'est devenu un point de rencontre entre les clients et les trafiquants, les dealers, parce que c'est un drive en fait. J'ai pas envie qu'à l'école maternelle, ma fille, elle puisse tomber sur une boulette de shit. Aujourd'hui, nos enfants sont en danger. À Paris, les statistiques le confirment, les drogues de synthèse gagnent de plus en plus de terrain dans les lycées. Aux abords d'un établissement scolaire du centre de Paris, nous avons rendez-vous avec Benoît, 18 ans. Il est en classe de terminale. À ses côtés, sa meilleure amie Marion, 18 ans également. Elle a passé son bac en juin. Tous les deux sont des consommateurs réguliers d'ecstasy. Alors le bac? Tranquille. Une drogue très dangereuse. Un jeune sur 25 l'a déjà expérimenté en France selon les chercheurs. Ces deux jeunes Parisiens ont passé un cap. Ils vendent dorénavant des pilules à leurs copains. Autrement dit, ce sont devenus des dealers. T'as quoi en ce moment? J'ai les Donald Trump bleus. Et toi, t'as quoi? Bah moi là pour l'instant j'ai les Donald Trump bleus aussi comme toi et les Heisenberg roses. Ces pilules sont toujours représentées sous des formes colorées et ludiques. Celle-ci, par exemple, est à l'effigie de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Cette autre représente le visage du héros de Breaking Bad, une série très populaire chez les jeunes. Et c'est des Donald Trump bleus. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur les ecstasy, il y a souvent des illustrations drôles comme des bouteilles de Coca-Cola, des marques. Là, à l'occurrence, c'est des Donald Trump. Du coup, c'est le visage de Donald Trump dessus. C'est un peu comme des bonbons en fait quand on les regarde Ça comme ressemble ça. vraiment à des bonbons et je pense que c'est pour donner envie aux gens de les prendre pour pas qu'ils aient peur. Ultra prisée chez les 16-25 ans, l'ecstasy est une drogue illégale qui a conquis toute la planète. Il en existe des centaines de sortes, inoffensives en apparence. Mais régulièrement, ces pilules circulent avec des dosages mortels. L'ecstasy est devenu l'ennemi public numéro 1 des autorités à cause de ses ravages dans la jeunesse.
Rien que dans Paris intramuros, cette drogue a tué 10 jeunes l'an dernier. Des produits chimiques qui causent plus de morts que la cocaïne et l'héroïne. Face à la multiplication de ces drames, la brigade des stupéfiants multiplie les opérations spectaculaires. Des dizaines de milliers de cachets ont été saisis l'année dernière dans toute la France. Des réseaux entiers ont été démantelés. Début 2020, l'ecstasy est même devenue une cible prioritaire pour le ministère de l'Intérieur. Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? La demande est telle que les consommateurs deviennent très souvent des dealers. C'est le cas de Benoît et Marion, que nous suivons en caméra cachée. Après les cours, ils ont rendez-vous ce jour-là avec un copain de leur âge. Salut. La transaction qui a lieu dans cette ruelle ne va durer qu'un instant. Tout a été fixé auparavant par SMS. Marche, bon allez, bonne soirée à toi. Yes, ça roule, ciao. Donc lui, il en a pris combien? Lui, on a pris 3. Combien il a payé? 30 € du coup. 10 € l'ecstasy. C'est un client régulier? Oui. Je le vois souvent, il va aux mêmes soirées que moi, la plupart du temps. En plein centre de Paris, ils vont vendre des pilules d'ecstasy sur rendez-vous toute l'après-midi comme des livreurs de pizza. Vous êtes stressé d'aller vendre les extras? Non, moi non plus, je suis pas stressé. C'est comme si vous alliez manger une glace. En fait, ouais, c'est devenu un peu comme une habitude. Leur clientèle est composée de jeunes et de lycéens qu'ils rencontrent lors de soirées. Petite pause car une nouvelle commande vient de tomber. Ah, je viens de recevoir un message d'un client qui en voudrait 3. Il en veut 3? Ouais. C'est un nouveau? Ouais, je crois, je vais passer mon contact en soirée ce week-end. Ok. J'ai reçu un message d'un client qui vient de passer une commande pour 3 ecstasy. Et il voudrait qu'on se rejoigne à 18h30 pour faire la transaction. Voilà. Il y a beaucoup de lycéens qui t'en achètent, qui vous en achètent? Oui, il y a souvent des lycéens, Ouais. la plupart du temps. T'en as vendu à combien à peu près de lycéens? De lycéens? Centaines. Et du coup, t'en as tout le temps sur toi au cas où? Ouais, tout le temps. Même quand tu vas en cours? Quand je vais en cours, oui, ça m'arrive de les avoir aussi sur moi. Nous les suivons depuis 30 minutes et ils ont déjà gagné 80 €. Avec les gains, ils vont s'acheter des vêtements à la mode et sortir avec leurs copains. Moi, la plupart du temps, c'est entre 500 et 1500 € par mois. Ça m'est déjà arrivé de faire un SMIC en une soirée, quoi. Ils ont commencé à dealer par manque de moyens. Benoît et Marion sont tous les deux issus de la classe moyenne. Leurs parents leur donnaient de l'argent de poche, pas assez à leurs yeux. Mais pas question de travailler, ils voulaient trouver de l'argent facilement et rapidement. Alors ils ont commencé à vendre des ecstasy pour devenir indépendants. J'ai commencé à dealer des ecstasy quand j'étais en seconde. Ma mère devait me donner 15 € par mois. Quand on est au lycée, on a un peu envie de vivre, de profiter. Et parfois, on trouve des moyens un petit peu faciles, quoi, simples. Par exemple, dealer. Moi, ça m'a tout de suite tilté parce que c'était de l'argent facile, quoi, et j'ai voulu tester pour voir. Et finalement, j'ai trouvé ça... Rentable. Ouais, je trouvais ça rentable de ouf. Du coup, j'ai continué à le faire et là, maintenant, je continue aussi encore à le faire. Dans ce parc, où jouent des enfants en bas âge, le lycéen et son ami ont rendez-vous avec ce jeune homme de 27 ans qui arrive au loin. Ce soir, il fête son anniversaire chez lui et veut se faire un délire avec ses copains. Il veut leur proposer un cocktail à base d'alcool et d'ecstasy. Donc ouais, ils font besoin de Donald Trump là. Ouais. Ils sont basés à 250 mg. Alors, du coup, quand je pense que j'essaye de les couper, soit en deux, soit en quatre. On faire un pompe en fait, avec quelques bouteilles dedans et puis après... Un pot avec des tasses dedans? Ouais. Ah ouais? Ok. Je dis 1 litre de rhum, 5 litres de jus, 6 litres, 6 tasses dedans. Ouais. Ça fait un gobelet de 25 centilitres, c'est un quart. Donc là, c'est bien pour animer la soirée. Ok, c'est relou. En fait, je veux juste qu'on sort. Ouais. Parce que là, il y a trop de gens. Ok. Mais Ouais. je te passe ça comme ça. Et bien ici, 140. Ok. 140 €, c'est peut-être le prix de plusieurs morts sur la conscience. Hyperthermie, embolie pulmonaire et crise cardiaque,
sont les accidents auxquels ces jeunes exposent leurs clients avec leurs produits. Alors, que contiennent vraiment les pilules de Benoît et Marion? Pour le savoir, nous nous rendons à l'hôpital Raymond Poincaré. C'est ici que travaille Jean-Claude Alvarez, l'expert des substances toxiques. Il va nous faire une révélation très inquiétante. Régulièrement, il reçoit des extasies de la brigade des stupéfiants. Il doit les analyser pour en vérifier la composition. Nous avons reçu cette saisie avec 11 comprimés à analyser. Nous lui avons demandé d'analyser la composition des comprimés que vendent Benoît et Marion, nos deux dealers parisiens. Les résultats viennent tout juste de tomber. Bon, alors, on a l'analyse de notre comprimé que l'on a analysé. Et donc, dans ce comprimé, en fait, on a retrouvé que de la MDMA, de l'ecstasy donc, à une concentration, une dose de 174 mg par comprimé de... Ce qui est beaucoup pour... Absolument, 174 mg, c'est énorme. On a déjà observé des décès avec des doses de 150 mg d'ecstasy chez des jeunes. Donc vous voyez, des concentrations, des doses de 170, 174 mg, c'est potentiellement mortel. Non seulement toxique, mais mortel. Vous prenez un comprimé et vous pouvez avoir une overdose et en décéder. Un cachet d'ecstasy à 174 mg, c'est extrêmement fort. Cela équivaut à sniffer 4 lignes de cocaïne en une seule fois. Des comprimés surdosés qui peuvent entraîner la mort. Il en existerait plusieurs centaines sur le marché aujourd'hui. Ce que va nous montrer le docteur Alvarez est complètement hallucinant. Voici la base de données des consommateurs et des dealers du monde entier. Pour y accéder, pas besoin d'un code ou de notifier son âge. Elle est en total accès libre sur le web. Sur cette image, voici une pilule d'ecstasy, la fameuse Donald Trump dont il existe plusieurs modèles. Au centre, son dosage en MDMA. Plus la pilule est dosée, plus elle met la vie du consommateur en danger. Mais selon le médecin, rien ne garantit la véracité de ces informations. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Donald Trump différents. Et vous voyez, dans un cas, 199 mg, 192, 217, 246. Donc, quand on achète un comprimé Donald Trump, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Sur un même site, on peut avoir différentes compositions. On ne sait pas ce que l'on prend. Et le dealer ne sait pas lui-même ce qu'il vend. Tous les jours, les producteurs clandestins inventent de nouvelles pilules. Selon le docteur, la plupart d'entre elles sont fabriquées illégalement dans des laboratoires aux Pays-Bas et en Chine. De nouveaux poisons potentiels qui se retrouvent entre les mains d'adolescents inconscients comme Benoît et Marion. Obnubilés par l'appât du gain, leur discours est bien rodé pour échapper à toute culpabilité. Pour la composition, c'est le dealer qui nous la donne. Et après, nous, pour vérifier, on va sur un site qui répertorie tous les extasies et on regarde le dosage et ce qu'ils contiennent. Soit c'est pas dangereux. En soi, c'est pas dangereux. Savoir. Ouais, il faut juste bien savoir le prendre. Je sais pas, c'est comme une bouteille d'alcool. Si tu bois la bouteille d'alcool tu sais que tu vas tomber par terre, tu vas passer une super mauvaise soirée. Donc ça me pose pas vraiment de problème de conscience parce que je force personne à prendre ça. Mais mélangé à de l'alcool, l'ecstasy peut provoquer un coma. Problème, depuis quelques mois, de nouveaux comprimés encore plus puissants circulent en France et pourraient leur arriver entre les mains. Des pilules d'ecstasy 3 fois plus dangereuses qu'il y a 10 ans, elles ont déjà fait 125 décès dans le monde. En consommer revient tout simplement à jouer à la roulette russe. C'est ce qui est arrivé à Louis Chassang, cet étudiant de 21 ans. Sportif et passionné de voyage, il croquait la vie à pleines dents. Il aimait faire la fête. Mais le 1er septembre 2019, il a ingéré de la poudre d'ecstasy surdosée et il en est mort. Louis Chassang vivait dans cette maison à Saint-Maur-des-Fossés, un coin chic de la banlieue parisienne. Malgré la douleur, son père, Martin Chassang, a souhaité faire de sa chambre un lieu de recueillement. Voilà la chambre de Louis.
mon doudou. Vous l'avez en photo, là, c'était lui cet été, aux États-Unis avec sa mère. Et voilà, il nous manque beaucoup. Je viens m'allonger là, je viens lui parler, je viens méditer, je viens pleurer. C'est une manière d'être au plus près de lui. Voilà, donc on vient dans sa chambre. Donc je me laisse envahir par la douleur, je pleure. Et puis au bout d'un moment, ça passe. Puis ça revient comme les vagues d'un océan sur un rivage. Voilà, il y a des moments où ça va mieux, puis on est rattrapé. Il est là, je dirais, en permanence. Qu'est-il arrivé à Louis Chassang? Ce 31 août 2019, l'ambiance bat son plein dans un club parisien. Une soirée comme tant d'autres. L'été touche à sa fin et Louis, accompagné de ses copains, veut passer une bonne soirée. Pour des raisons encore inexpliquées, il achète à un dealer présent sur place une dose d'ecstasy. Louis et ses amis décident de diluer la drogue dans de l'eau et en absorbent une grande quantité. 10 minutes plus tard, Louis s'effondre sur la piste de danse. Il est emmené aux urgences et passera 5 heures en réanimation. Il décédera après 2 arrêts cardiaques. Louis a laissé derrière lui son petit frère dont il était très proche, Elliot, 18 ans, élève en classe de terminale. Elliot n'a jamais essayé les extasies, mais il en parlait beaucoup avec son grand frère. On avait parlé avec mon frère, je devais peut-être essayer avec lui, mais du coup, je pense pas essayer. Et après, j'ai déjà eu des propositions, mais c'était en boîte de nuit ou dans la rue. Martin, leur père médecin, est partagé entre tristesse et culpabilité. Les prises occasionnelles d'ecstasy de son fils, il ne les a jamais vues, jamais pressenties. Peut-être que si j'avais été plus attentif, si j'avais été plus informé, j'aurais peut-être, en tout cas, parlé de ça à Louis. J'ai l'impression que vous le culpabilisez beaucoup, en fait. En tant que père, parce que j'ai pas su protéger mon fils. En tant que médecin, parce que j'en ai sauvé quelques-uns, pas tous. Des jeunes, des étudiants, comme Louis, qui avait fait une intoxication aux stupéfiants. Et que malheureusement, Louis, j'ai pas été capable de le sauver. Depuis la mort de son fils, Martin Chassang n'a pas réussi à reprendre son travail d'urgentiste à l'hôpital. Des pilules mortelles circulent-elles encore dans le club où Louis est mort? 3 mois après le drame, nous décidons d'y retourner en caméra cachée. Le club se situe aux portes de Paris. Il est très connu des jeunes fans de musique électro. La clientèle est composée d'étudiants branchés qui aiment danser jusqu'au bout de la nuit. Bonsoir. Combien êtes-vous? 2. Je suis 2. Merci. Fouilles de sacs et même de portefeuilles. Je peux voir votre portefeuille? Non. Portefeuille. Bonsoir. À première vue, il semblerait que les contrôles se soient renforcés, que rien ne puisse échapper aux yeux aiguisés des videurs. On se croirait presque dans un contrôle d'aéroport. À l'intérieur, la fête bat son plein. Mais très vite, quelque chose nous intrigue. Beaucoup de jeunes clients sont mal en point. Comme cette jeune fille qui vomit dans une poubelle. Serait-ce l'alcool ou les effets indésirables de substances illicites? Pour le vérifier, nous cherchons des dealers et tombons sur un jeune qui veut bien nous en proposer. Elles ont de combien? Il les fait à combien? Hein? Il les fait à combien? 10 balles. 10 balles le taz? Ouais, on en prend juste 100, ça va? Un seul? Hein? Bah attends, on est un là. Merci. Bon, passez une bonne soirée en tout cas. Merci gros. Ce jeune, rencontré par hasard, connaît bien le drame qui est arrivé à Louis Chassang.
ici. Et depuis qu'il y a eu le mort, ça a changé ou pas? Bah, depuis qu'il y a eu le mort, ils essaient d'être un peu plus contrôle, genre à mort. Mais en vrai, non. Malgré les contrôles à l'entrée, nous constatons que les extasies circulent toujours dans cette boîte de nuit. Et la suite va confirmer nos doutes. Nous repérons une jeune fille à droite de l'écran. Agitée, les lèvres violettes, incapable de communiquer, on dirait qu'elle est en train de convulser. Elle a pris un taille, elle est trop léchée. Deux vigiles l'emmènent, nous décidons de les suivre. Nous découvrons alors ce terrain vague collé à la discothèque. Et surtout ce petit conteneur, il fait office de poste de secours. Après, elle est fatiguée, elle a peut-être pris des stupéfiants. C'est ce secouriste employé par la discothèque qui gère le poste de secours avec les vigiles du club. Faut te calmer. Faut te calmer, s'il te plaît. La jeune fille semble vivre les effets indésirables de l'ecstasy, comme l'augmentation de sa température corporelle, de son rythme cardiaque et de sa tension artérielle. Johan, doucement. Il n'y a pas un infirmier ici? Ouais, c'est nous, on fait le... Sur ce petit carnet, il note chaque soir les incidents. Soudain, un autre jeune arrive et il est mal en point. Là, tu sais où t'es? Lèvres collées, yeux fermés, il semble avoir totalement perdu ses esprits. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est encore un autre? Ouais, c'est la même chose. Un ecstasy aussi? Ouais. Il y en a souvent dans cet état-là? En moyenne, entre 3 et 6 Parfois par semaine? par soirée. On contrôle les portefeuilles, on contrôle les poches. Et maintenant, le problème, c'est que nous, on ne peut pas aller approfondir les palpations. On ne va pas aller dans les slips. Cela fait déjà 15 minutes que nous sommes dans le conteneur. L'état de la jeune fille ne s'améliore pas, nous commençons à nous inquiéter. Nous demandons aux vigiles d'appeler les secours, mais pour eux, ce n'est pas nécessaire. Non, mais là, il faut au moins 1h30. Ça redescend. Ok, bois d'eau. Et une fois que c'est redescendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent faire la fête ou ils rentrent chez eux? Non, ils rentrent chez eux. Ah? Ouais, ils rentrent chez eux. Donc après, en fait, il va rien lui arriver de ouf. Après, Il y a pas un risque. Ça n'a pas pris plus ou quoi? Bah non, c'est rien. Qu'elle meurt? Après, là, elle est juste en montée, tu sais. Donc après, en fait, il va rien lui arriver de ouf. Après, Il y a pas un ça n'a pas risque, pris plus ou quoi? Bah non, c'est horrible, non. Qu'elle meurt ou parce qu'il y a déjà eu. Il y a déjà eu un mort, mais celui qui est mort, il en a pris 4. Après, c'est en a pris 4 aussi. Parce que logiquement, quand on prend 4, c'est plus comme ça, tout tendu de ouf. J'étais là quand le mec les a pris. Comment ça Ouais, vous avez fait quoi du coup? Bah, du coup, en fait, le mec, déjà, nous on a intervenu parce que lui, il était allongé par terre, tendu comme un ouf et tout machin. Ouais. On l'a emmené ici au centre de secours. Lui, je t'avoue, il parlait au début. Ouais. Par contre, on a appelé direct les pompiers. Après, les pompiers sont venus, après, ils ont appelé le SAMU, après, ils sont venus, et après. Depuis qu'il est mort, Non, on a regardé la même chose. Hein. Parce qu'on a encore de ça, déjà, on est les seuls à avoir des secouristes avec nous. Ça date depuis la mort de. Non, on est vraiment des. Il n'y a rien qui a vraiment changé depuis. La jeune fille reprendra ses esprits au bout de 30 minutes. Comme elle, 250 000 jeunes consommeraient des extasies et de la cocaïne tous les week-ends. Ouais. En tant que consommatrice, la jeune fille risque jusqu'à 1 an de prison ferme. Quant au gérant, il encourt la fermeture administrative de son établissement. L'ecstasy n'est pas la seule drogue à avoir les faveurs des jeunes. Le cannabis est aussi très en vogue. Selon l'Observatoire français des drogues, près de la moitié des 15-16 ans l'ont expérimenté au moins une fois. Les lycéens français détiennent même un drôle de record. Ils sont actuellement les premiers consommateurs d'Europe. À Paris, les lycéens sortent des cours. Plusieurs groupes squattent ce parc juste à côté d'un grand lycée qui accueille une population plutôt privilégiée. Comme ces lycéens qui ont entre 15 et 17 ans. Cheveux colorés, pantalons larges et chaussures de skate.
ils fument de l'herbe qu'ils appellent de la weed. Comme de nombreux lycéens, ils se passent des joints comme si c'était des cigarettes. Pour eux, cette substance est devenue tellement banale qu'ils ne se rendent même plus compte que c'est un psychotrope. Y a quoi dedans? C'est de la weed? Ouais, c'est de la weed. C'est la weed. Ah, ok. Se droguer sur la voie publique, près de jeunes enfants, n'a pas l'air de les déranger le moins du monde. Ils en rajoutent même devant notre caméra. Du coup, vous êtes au lycée, c'est ça? Oui. Ouais. Vous êtes en quelle classe? Seconde. Seconde pour eux 3 et moi terminale. Et tous les jours, vous allez dans le parc pour fumer des classes? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Quand à peu près? Après les cours, le midi? À midi, parfois pendant la récré de 16h et après les cours. Cette drogue est recherchée pour son effet relaxant et sa capacité à augmenter ses perceptions sensorielles. Cette jeune fille en classe de terminale va tous les jours en cours sous l'emprise du cannabis. Les profs, ils savent. Hein. Franchement, tu sais, à ceux qui ont une jeunesse avec les yeux complètement éclatés et rouges. Les profs, ils sont pas aveugles. Hein. Ouais, mais sinon, en soi, ils font rien. Des professeurs qui ferment les yeux sur leur consommation. Pourtant, ces élèves s'exposent à de graves dangers. Troubles de la concentration, de la mémoire, anxiété généralisée, ils sont en train de dégrader leur santé et leur scolarité. Des risques qui n'inquiètent pas Sophie, cette jeune lycéenne en classe de seconde. En fait, je suis une personne anxieuse de base, donc ça me fait vraiment du bien, ça me détend, j'ai les idées ailleurs en fait. Après seulement 20 minutes, cette jeune fille est déjà en train de préparer son deuxième joint de cannabis. Elle nous a confié acheter sa drogue avec son argent de poche. Et où tu l'as acheté justement, là, dans le parc? Non, au four. C'était le chiffre avec la cité, non? Ouais. Quand des clients courent. Nous décidons de nous rendre dans le point de deal où les jeunes lycéens achètent leur drogue. Porte de Clignancourt, au nord de Paris. L'adresse est connue dans le quartier. Nous entrons dans cet immeuble et croisons des clients qui repartent. Cocaïne, shit et cannabis. Ici, on trouve de tout et il y a même un menu écrit sur le mur. Tiens. Derrière, je t'écoute. Bon, un 10, c'est un 20. Un 10, c'est un 20? Ouais. 30 €, s'il te plaît. Les dealers font même des promotions sur la cocaïne pour attirer les clients. Nous prétextons venir en acheter. Derrière, je t'écoute. Combien? Un demi-quart de cocaïne. Non, mais je t'ai demandé, Le dernier étage de cet immeuble semble totalement réquisitionné par les trafiquants. Même si des familles habitent ici et s'en plaignent. T'es là tous les jours? Derrière, je t'écoute. Ici, c'est 24 heures sur 24. Ouais, on me vient, monte. Même la nuit? Ici, c'est midi. Midi. Il n'y a pas d'interruption. Tu peux venir à n'importe quelle heure. Pour échapper à la transaction, nous prétextons devoir retirer de l'argent. Voilà comment les jeunes lycéens que nous avons croisés se fournissent. Quand ils ne trouvent pas de la drogue près de leur lycée, les jeunes aujourd'hui sont capables de faire plusieurs kilomètres pour en trouver. Des points de vente, il en existe plusieurs à d'autres endroits. C'est le cas à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, un des plus gros trafics d'Île-de-France. À quelques mètres de 2 écoles maternelles, les dealers commencent à recevoir leurs clients. Ils vendent de la frappe, un nouveau produit, de la résine de cannabis très puissante. Pendant ce temps-là, les enfants jouent dans la cour d'école. Ce point de vente est fréquenté par des lycéens de la région. La police y fait régulièrement des descentes, mais en vain. Les clients, qui ont entre 14 et 77 ans, reviennent toujours, et l'on voit de tous les styles. Vous avez de la bœuf? C'est bon, 20. Ah, 20, ouais. On va prendre 20, ouais. Et là, 20. Un grand-père, accompagné de son Yorkshire, ou cette trentenaire parisienne venue en trottinette, mais aussi des lycéens. Très vite, nous en repérons une,
cette jeune fille blonde en survêtement violet. Elle est venue en métro depuis le centre de la capitale pour s'acheter de la frappe, un cannabis très puissant. T'as acheté pour combien? Là, 20 et 20. En quelle classe? Terminale. Et pourquoi t'es venue jusqu'ici? Parce que en ce moment, il y a un peu de pénurie partout. Donc j'ai l'habitude de venir ici, mais ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Et là, comme j'allais dans le coin. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent ici? C'est connu. Hein. Ah ouais? Ouais, super connu. Même pas que Paris, mais partout. J'étais dans le sud, ils connaissent. Il y a beaucoup de lycéens qui viennent? Ah oui, mais il y a de tout. Hein. Des collégiens, des lycéens? Des collégiens, lycéens. Ouais. Ok, bon bah à plus. La jeune fille, qui paraît à peine 17 ans, rentrera chez elle en métro avec 2 grammes de shit sur elle. Face à ces trafics qui semblent hors de contrôle, la colère commence à monter chez certains parents. La Seine-Saint-Denis, un département qui subit de plein fouet la misère et les inégalités sociales. C'est le plus pauvre de la métropole. Plusieurs quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue, comme celui-ci, à 2 pas du commissariat de police, à Saint-Denis, où la situation se tend. Cette petite école élémentaire est depuis des mois le théâtre d'un conflit entre les trafiquants du quartier et ses mamans d'élèves. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Pour notre ensemble, pour nos enfants, on est ensemble. Pour nos... Aujourd'hui, c'est la 100e fois qu'elles viennent protester contre le trafic qui a lieu autour de l'établissement scolaire. Le combat de ces mères a fait la une des médias nationaux. Tout a commencé le 13 mai 2019, quand un inconnu entre dans l'établissement. Les élèves doivent rester confinés pendant des heures. Quelques jours plus tard, les policiers découvrent 30 grammes de cannabis cachés. Avec courage, des mamans du quartier se révoltent. En général, on se met sur des points de ville pour les empêcher de vendre, d'acheter pendant au moins quelques heures. Oh, moi j'ai 3 enfants, j'en ai une de 5 ans qui est dans le groupe scolaire derrière moi. Là. Je ne veux pas que pour eux ce soit normal que le trafic de drogue soit comme ça dans la rue, visible de tous. C'est ça qui me pousse à agir. Et j'ai pas envie qu'à l'école maternelle, ma fille elle puisse tomber sur une boulette de shit. C'est juste pas possible. Ça. Et vous avez pas peur? La peur n'évite pas le danger. Que vous ayez peur ou pas peur, il faut y aller. Parce que si personne... Non. Mais pourquoi j'habite à Saint-Denis depuis 81. Pourquoi j'aurais peur d'eux? Il y a des intimidations, des menaces. Eh ben, ils ont qu'à. Moi, j'ai pas peur. Ils ont qu'à. Moi, personnellement, j'ai pas peur. Un des piliers de ce réseau de mamans antitrafiquants, c'est elle, Sylvie Maréga, 33 ans. Elle mène le combat un peu plus loin, chez elle, à Villepinte. Là où cette mère célibataire élève ses 2 enfants de 8 et 10 ans, qui sont scolarisés dans une école primaire. Cassie, alors, comment ça a été? Vous avez passé une bonne matinée? Ah bah voilà, c'est ma fille Cassie, elle a 8 ans, et là c'est Milan. Et cette année, j'aurai 9 ans. 10 ans Milan. Donc voilà, ça c'est mes enfants. Donc c'est pour eux le combat, c'est pour aussi leur avenir et l'avenir aussi de leur génération. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit votre maman? Oui, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'elle se défend. Oui, et c'est bien pour les enfants, comme ça ils auront un très bel avenir. Les monstres. Même si son appartement est situé à quelques dizaines de mètres de l'école, tous les jours, elle tient à aller chercher ses enfants elle-même. Et pour cause, le trafic a lieu à quelques mètres de l'établissement. Pour le constater, nous partons discrètement avec elle sur le toit de cet immeuble, à l'abri des regards. Ce qu'elle nous explique est consternant. D'un côté, un lycée, un collège, une école élémentaire et des parcs pour enfants. De l'autre côté, un parking où les trafiquants dealent toute la journée à quelques dizaines de mètres des établissements scolaires.
Là, c'est devenu un point de rencontre entre les clients et les trafiquants, les dealers, parce que c'est un drive. En fait, comme on a une rue à sens unique, donc à l'heure de pointe, on a énormément de véhicules qui ralentissent, qui s'arrêtent au point de deal, qui récupèrent leur consommation et qui repartent tout de suite sur le boulevard. C'est comme quoi, là, dans le drive? Ah bah, de tout. Cannabis, herbe, crack, cocaïne, tout ce que la personne veut acheter, ils seront prêts à lui apporter ce produit-là. Mais aujourd'hui, on se dit, bah, finalement, son gamin, il va aller à l'école pour être instruit, mais la première chose quand il sort de l'école, la première chose qu'il voit à chaque fois qu'il sort de chez lui, bah, c'est le point de deal. Et là, c'est un problème. C'est dans cet immeuble, squatté par des jeunes, que vivait Sylvie il y a encore un an. C'est ici que sa révolte a commencé. Les dealers squattaient la cage d'escalier pour y faire du trafic et la menaçaient de mort quand elle osait les dénoncer. Allez, on y va, c'est parti. Courageuse, elle accepte de nous y emmener pour voir si la situation a changé. Ah bah, il y en a, ils se croient permis de faire ce qu'ils veulent. Dès notre arrivée, un jeune se gare devant l'immeuble et branche son autoradio. C'est toujours pareil, la musique à fond, les jeunes, ça n'a pas bougé. Et là, la musique, ça vient de se passer au moment où on est arrivé, c'est ça? Oui, c'est ça, bah, c'est des intimidations comme d'habitude. Hein. C'était tagué ici, partout. Aujourd'hui, l'immeuble est squatté par les trafiquants du quartier, alors même que plusieurs familles vivent avec leurs enfants. Vous voyez là, ça c'est eux qui me l'ont dit. Ils l'ont cramé la caméra là, et celle-ci aussi, ils l'ont cramé aussi pareil. Là, il y avait qui et ils faisaient quoi? Bah, il y avait des dealers, ils s'installaient, ils vendaient, des consommateurs et des dealers. C'était toujours comme ça, tous les jours. Même une fois, ce qui m'a choqué, dans la clôture là, il avait mis carrément une grande bandoulière. Et c'était le marché. Comme ça. Donc moi, je rentrais avec mes enfants de l'école. Une bandoulière de marque avec plein de substances dedans. Quand Sylvie décide d'appeler la police, elle devient la bête noire des dealers du quartier qui la menacent et l'intimident pour qu'elle cesse de les dénoncer. Est-ce que vous avez peur? Bah, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur qu'il y en a un qui passe à l'acte. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui sont complètement fous dans leur tête. Les jeunes sont de plus en plus nombreux devant l'immeuble. Mais Sylvie tient à nous montrer la plainte qu'elle a déposée contre eux il y a un an déjà. Là où j'explique qu'il y a des jeunes qui squattent devant chez moi, ils jettent leurs ordures sur ma terrasse, ils font du tapage sans cesse et bien d'autres choses. Ils consomment et vendent du stupéfiant. Les jeunes commencent à s'agacer de notre présence. Là, comme j'ai dit, c'est pas vous la star là maintenant. Restez là-bas, moi je reste là. Ah, c'est bien, c'est mature. C'est mature. Ouais, bah voilà, bah pourquoi tu m'appelles la migraine? Respecte-moi. C'est marrant, hein. Ça fait rire. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah la migraine, parce que pour eux, voilà, je suis une migraine, ça gêne. C'est toujours la même, c'est comme ça qu'on me définit. On m'appelle comme ça la migraine, j'ai pas de prénom. Parce que pour eux, c'est la grande gueule, celle qui dénonce, celle qui me pointe du doigt, qui est dans le quartier, qui nous fatigue. Je leur fais mal à la tête. Allez, venez. Pour éviter que la situation ne dérape, nous décidons de sortir de l'immeuble. Cette maman veut mettre ses enfants en sécurité. Ah bah ça, je sais. Pour fuir nos caméras, les jeunes se sont positionnés de l'autre côté de la place. Là, j'ai qu'une envie, c'est de partir, rentrer chez moi et me détendre. Aujourd'hui, Sylvie a monté une association pour s'occuper des jeunes du quartier et leur faire comprendre les dangers du trafic de drogue. C'est une nouvelle étape dans la vie de cette mère courage. À Saint-Denis, les mamans continuent leur combat. Récemment, elles ont bloqué un hall d'immeuble squatté par les trafiquants, juste à côté de l'école, et elles continuent à dénoncer régulièrement l'inaction des pouvoirs publics. Retour à Paris, nous avons rendez-vous avec Benoît et Marion, les deux dealers d'ecstasy. Les lycéens ne se contentent pas de vendre à leurs connaissances, ils dealent aussi dans les soirées. Mais avant cela, ils vont renouveler leur stock de pilules. Du coup, on lui dit quelle heure? On lui dit 20h30, c'est bon? 20h30, ouais. À l'argent? Ouais. Toi aussi? Oui. Ils ont rendez-vous avec un grossiste qui détient des centaines de pilules. Ce soir, ils comptent passer une commande de Donald Trump, des extasies dangereux du fait de leur composition incertaine.
T'en prends combien toi? Moi, aujourd'hui, j'en prends 50. Ouais. Et toi? Moi, je vais en prendre 100. 100. Comme ça, c'est réglé directement. Ouais, c'est mieux. J'ai pas y retourner. Dans ce quartier sensible, la police fait régulièrement des descentes pour attraper les dealers. Mais en apparence, ces deux lycéens ressemblent à n'importe quel couple d'adolescents. La rue est pas du tout passante, pas beaucoup de visibilité, du coup, il n'y a pas grand monde qui peut nous voir. Et puis, ça va, on n'a pas trop non plus l'apparence de... Ouais, c'est ça aussi qui joue. Ouais. C'est qu'on n'a pas du tout l'apparence de personnes qui vendent ça, du coup, les flics nous interpellent pas souvent, quoi. Enfin, jamais même. Ce soir, s'ils se font prendre avec toutes leurs marchandises, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. Leur inconscience est accablante. Vous connaissez les lois par rapport à ça? Vous êtes renseigné là-dessus? Un petit peu. Un petit peu. Après, généralement, les risques, je crois que c'est qu'on n'a plus le droit de travailler, par exemple, dans l'éducation, si je dis pas de bêtises. Pour ne pas être repérés par les trafiquants, nous les attendons pendant la transaction. Elle se fera dans une ruelle sombre. Après une dizaine de minutes, les deux lycéens ont fait leurs emplettes. Et ils ont même bénéficié d'une promotion. Là, j'en ai acheté 100. Pour une somme de 180 € du coup. Ça revient à 1,80 € à la pilule. Et après, du coup, on les revend 10 € la pilule. Avec ce stock d'ecstasy, Benoît va faire un bénéfice de 820 €. Des pilules qui pourraient peut-être coûter la vie de nombreux adolescents. Ce soir, le lycéen a bien l'intention d'écouler son stock. Il se rend à une soirée techno aux portes de Paris pour vendre ses comprimés en compagnie d'une autre amie. Je pense que la soirée va être cool. Ouais, je pense. Le lycéen est certain de trouver des clients pour son business illégal. Dans son caleçon, il a caché ses pilules car il sait qu'à l'entrée, les videurs effectuent des palpations de sécurité. Aucun problème, comme d'habitude, parce qu'ils ne touchent pas vraiment les parties intimes. Ils ne sentent pas que j'ai un paquet dans le slip. J'ai réussi à faire rentrer sans ecstasy en soirée. Ni vu ni connu, le lycéen se fait passer pour un fêtard et se fond dans la foule. La fête bat son plein. Le public est composé de jeunes étudiants parisiens. Alors, sans complexe, il fait du racolage. Et ça marche. Au bout de quelques minutes, il trouve déjà ce jeune qui souhaite lui acheter une pilule d'ecstasy. Il est déjà 3 h du matin. Certains semblent être déjà sous l'emprise de substances illicites. Aux alentours de l'établissement, il trouve rapidement ses jeunes clients d'une vingtaine d'années. Vous cherchez rien par hasard? Si. Tu cherches quoi? La... Oui, tu l'as. J'en ai. Ah ouais? Ouais. Eh ben allez, c'est parti. Comme il ne les connaît pas, au passage, il leur donne un petit conseil. Du coup, coupez bien en deux ou en quart si vous n'avez pas l'habitude. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, faites gaffe à vous. Au revoir. Dans cette soirée, la consommation d'ecstasy est complètement banalisée. Comme le confirment ces deux jeunes filles rencontrées par hasard. Pourquoi prendre de la MDMA en soirée? Je suis partagée entre phénomène de mode, phénomène de société. Juste, on te dit que c'est bien, t'as envie de tester tes limites. Ma première fois, c'était en terminale, un peu avant le bac. Tout d'un coup, il y a une sorte de vague dans mon lycée. C'est un énorme lycée à Paris. Et en fait, les gens ont commencé à en parler. Au final, je suis rentrée dans un truc, j'ai écouté, j'ai testé, c'était super. On a tous eu un moment et puis voilà. Benoît, qui a 18 ans, nous a confié qu'il souhaitait arrêter la consommation et le deal d'ecstasy à la fin de sa terminale. Vrai ou pas, il commence à prendre conscience des dangers de cette drogue. Depuis 1 an, une nouvelle drogue festive est à la mode chez les collégiens et les lycéens, et elle les attire tout autant que l'ecstasy. Ils peuvent se fournir à la sortie de l'école sans risque,
car elle est en vente libre en grande surface. C'est un gaz, le protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Il est présent dans ces cartouches utilisées par les industriels pour fabriquer des bombes à chantilly et des dépoussiérants d'ordinateurs. Pour se droguer, les jeunes inhalent le gaz. Il provoque des rires incontrôlés qui s'estompent au bout de quelques minutes. Mais voici les risques sur la santé: asphyxie, perte de connaissance, vertige, voire la mort. Cette drogue, qui peut se révéler très dangereuse, est vendue partout en France, dans les supermarchés. Légalement, ce gaz n'est pas considéré comme un stupéfiant. Alors, dans les enseignes, le personnel est-il vigilant quand un adolescent passe à la caisse avec ses bonbonnes? Ces 2 lycéennes en classe de seconde ont accepté pour nous de faire le test. Excusez-moi. Bonjour. En fait, on a une petite question. Est-ce que vous vendez des capsules à siphon pour les chantilly? Ça doit être... Ah. Ce vendeur leur indique où se trouvent les cartouches sans hésiter. Je suis sûr qu'il y en a. Ah, c'est les trucs qui se shootent avec, là, je sais pas quoi. Oui. Au contraire, à notre stupéfaction, il les encourage à se droguer. Oui. Voilà. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. On va bon prix, alors. Merci. Au bout de 2 minutes, les voilà donc avec du protoxyde d'azote entre les mains. Bonjour. Pour 4,50 €, en toute légalité, ces jeunes filles auraient pu se droguer. 5,50 €. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pas étonnant que cette drogue arrive en 3e place des produits toxiques les plus consommés chez les jeunes. Les ados se filment même sur les réseaux sociaux. Impossible d'imaginer aller voir que ce gaz peut détruire des vies. Pourtant, il y a déjà eu 30 morts en Angleterre. En France, ce gaz hilarant a fait 3 victimes, dont 2 lycéens. Nous sommes dans la Meuse, une région rurale à 250 km de Paris. Voici Johan, 19 ans. Cet étudiant en 2e année de BTS est décédé il y a 1 an à cause du protoxyde d'azote. Juste après son décès, c'est Anaïs, sa grande sœur de 26 ans, infirmière, qui a été prévenue par la gendarmerie. Là, c'était une photo qu'il a fait avec ses amis aussi. Là, c'était au cinéma. Puis là, c'est une photo de soirée. C'était quelqu'un qui était joyeux, qui aimait la vie. C'est encore douloureux pour vous, 1 an après le drame? Oui. Ce drame, personne n'a pu l'anticiper. Johan a consommé du protoxyde d'azote avec ses copains lors d'une soirée tout à fait banale, pendant que ses parents étaient en vacances. C'est sa sœur qui a dû leur annoncer le drame, au moment où ils sortaient de l'avion. Choqués, tous ignorent encore la cause du décès de Johan. On a été convoqués à la gendarmerie et c'est là qu'on nous a parlé de bouteilles de protoxyde d'azote. Et je suis tombée un peu des nues. Je ne savais pas ce que c'était. C'est là que les gendarmes nous ont expliqué que c'était un jeu avec des ballons. Et ils gonflaient les ballons d'air, ils mettaient le produit et ensuite ils inhalaient. Et ça leur provoquait du fou rire, un fou rire. Johan était-il trop fragile? A-t-il forcé sur la dose? Une chose est sûre, il a succombé à un arrêt cardiaque. D'après les médecins qui ont pratiqué une autopsie, il n'avait pas consommé d'alcool ni d'autres produits toxiques ce soir-là. C'est rageant parce que il est mort pour 2 minutes de fou rire et
Parce qu'il n'a pas été prévenu des dangers. Il était avec ses copains, tout le monde le faisait. Il n'a pas vu le danger. Depuis quelques mois, des élus ont pris des mesures pour stopper la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. Et une loi va peut-être l'interdire prochainement sur tout le territoire. Bien que les consommateurs et les vendeurs de drogue dure s'exposent à des peines de prison lourdes, aujourd'hui, 340 000 jeunes de 14 à 17 ans les ont déjà expérimentés. Cette situation alarmante pousse Martin Chassangle, le père de Louis décédé en septembre 2019, à entrer en guerre contre la banalisation de l'ecstasy. Il a même créé une page Facebook pour recueillir les témoignages de parents endeuillés par les extasies. Et il a eu beaucoup de retours. Il veut aussi attirer les jeunes avec un langage simple pour faire passer son message de prévention. Et Martin veut frapper fort. Car son acharnement a payé. Après avoir été reçu à la radio, dans des émissions de télévision, ce matin, il a rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale avec Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse. Bonjour monsieur. Monsieur le ministre. Très heureux. Il est venu accompagné de 3 amis spécialistes en communication, car il veut mettre en place un plan d'action national. Je suis très content qu'on puisse se voir, parce que vous m'aviez écrit en décembre une lettre sur votre combat et après ce qui est arrivé à votre fils. Martin est plus déterminé que jamais à ce que l'ecstasy devienne un enjeu politique. Une journée d'information dans toutes les écoles de France va être mise en place. Mais le secrétaire d'État reconnaît que cela n'est pas suffisant. Moi, ce que je constate, c'est que, et malheureusement, chez les jeunes, toute communication qui apparaît comme institutionnelle n'est pas efficace. Pendant des mois, Martin et ses amis ont préparé un plan d'attaque pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'ecstasy. C'est le moment pour lui de convaincre Gabriel Attal. Le vocabulaire doit être extrêmement juste, mais l'interprétation doit être prise, à notre sens, par des gens qui sont recevables par les jeunes, des influenceurs, des youtubeurs, des rappeurs, pour qu'il y ait une diffusion par viralité et que chaque consommateur ou chaque jeune qui puisse aussi s'approprier ce discours et lui-même le délivrer. En hommage à Louis, un de ses amis a composé un morceau de rap. Martin souhaite l'utiliser pour sensibiliser les jeunes. Vous voulez que je vous fasse écouter la bande-son éventuellement Un petit bout. Un petit bout. Un petit bout de rap. Louis a vécu, et il n'est jamais devenu. Et on comprend le fil fragile qui lie ces 3 mots, qui est le fil d'une vie. On l'appelait Louis, le roi de la levée, tout le monde le connaît, c'était comme un refrain. Et la vie choisit de te mettre dans mon refrain, mais t'inquiète pas frangin, on se retrouvera en chemin. Ce que vous avez initié, là, ça peut vraiment lancer une vraie mobilisation. Et encore une fois aussi, parce qu'il y a le phénomène d'identification, où quand les parents vous entendent, ils s'imaginent à votre place, et quand les jeunes vous entendent, ils imaginent leurs parents. En gros, c'est quand même ça Et donc, ça, pour moi, ça peut vraiment changer les choses, quoi. Oui, oui. Donc, tout ce que je peux faire pour aider, franchement, je le ferai. Merci beaucoup. Merci. Le pari semble gagné. Merci beaucoup. Seul le temps démontrera si les efforts de ce papa ont payé. Une chose est sûre, ce rendez-vous aura donné de la force et du courage à Martin. Bon, C'était intéressant, hein. Oui, c'était intéressant, c'était positif, c'est une bonne réunion, voilà une belle étape de franchie. L'échange a été riche, on doit se revoir pour continuer d'avancer ensemble sur ça. Non, je suis très content, une belle étape de franchie. C'est un petit peu ému. Oui, c'est vrai, je me dis, quand je pense à Louis, je me dis, tiens Louis, voilà, on a déjà réussi ça, qui nous manque. Son fils rêvait de devenir avocat pour protéger les autres. Grâce à lui, il n'est pas parti en vain. La mort de Louis est peut-être en train d'éveiller les consciences sur les dangers des drogues. Les écoles sont-elles bien préparées à gérer ce fléau des drogues? Dans cet établissement privé d'Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne,
940 élèves sont scolarisés de la petite section à la classe de terminale. Leur professeur de français est Valérie Rouben. Dans l'éducation, c'est un lanceur d'alerte. Pour lui, la prise de conscience des dangers de la drogue doit passer par l'école. En 10 ans d'enseignement dans différents établissements, il a géré des jeunes sous l'emprise de substances illicites. Tant bien que mal. C'est très difficile parce que nous ne sommes pas formés à ça. Nous n'avons pas non plus les moyens nécessaires. Donc au final, il n'y a que les mots. Les mots MOTS pour essayer de faire en sorte que l'élève réfléchisse et puis se rende compte que son attitude, un jour ou l'autre, finira par se retourner contre lui. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas de moyen de les mettre en place par l'éducation nationale? Non. Non, honnêtement, peut-être qu'il en existe, mais ça n'est pas particulièrement porté à notre connaissance. Honnêtement, j'ai l'impression que l'éducation nationale est complètement dépassée par ce phénomène. Aujourd'hui, une grande majorité des professeurs se dit démunis face à ce fléau de la drogue. Pas étonnant alors que Valérie Rouben a volontiers accepté de faire intervenir son ancien élève, Roman Sanchez, dans sa classe. Lui aussi a dérapé quand il était jeune. Prêt pour la conférence? C'est à moi de te poser la question. Ouais, moi je suis toujours prêt. Roman va intervenir auprès d'une classe de 4e pour prévenir des dangers de la drogue. Bien, bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous. Depuis plusieurs mois, cet ancien dealer et accro au cannabis fait le tour des établissements scolaires dans toute la France pour sensibiliser les jeunes avec des mots simples. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Roman, donc, je suis interne en médecine générale. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des dangers de la drogue, du trafic et de l'échec scolaire, qui peuvent être tous liés, vous allez voir. Ce matin, son public est composé de jeunes de 13 ans. C'est à peu près à cet âge-là que Roman a commencé à consommer de la drogue. Même si ses élèves en uniforme ressemblent à des enfants de chœur, la plupart d'entre eux en ont entendu parler. Est-ce que vous connaissez les drogues les plus répandues? Oui, bravo. Ouais, vas-y. La cocaïne? Ouais. Le crack? Ouais, le crack aussi, ouais. Et l'ecstasy? L'ecstasy. Et est-ce que quand on prend de l'ecstasy, c'est un goût de fraise parce que vu qu'il y a des couleurs? Non, ça n'a pas de goût, ça a un goût chimique dégueulasse. Mais je sais que ça a l'air beau comme ça, mais ça, c'est l'enfer, ça. Son discours est bien rodé. Il commence par raconter son parcours de vie chaotique. Pendant 1 heure, il va leur expliquer tous les dangers liés à la consommation de cocaïne, d'ecstasy et de cannabis. Consommateur de drogue au collège, dealer aguerri, il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis à l'âge de 18 ans. C'est la première fois que cette jeune fille assiste à ce type d'intervention dans son collège. Au début, ça m'a donné un peu envie parce que j'avais l'impression que ça avait un goût de fraise, de chocolat, de coca. Ça ressemble à des petits bonbons. Ça donne très envie. T'as déjà proposé? Non, jamais. Et si on te propose un jour? Après, ce que je viens d'entendre, non, je dirais non. Mais l'histoire finit bien. Roman s'est sorti de l'enfer de la drogue et s'est replongé dans les études. Aujourd'hui, il est interne dans un hôpital. Et cette réussite n'est pas sans déplaire à son jeune public. Roman, merci. Soumis à un devoir de réserve, aucun professeur ni directeur d'établissement n'a accepté de témoigner face à notre caméra. Ce qui est certain, c'est que la situation se dégrade. Parce qu'ils sont jeunes, les collégiens et les lycéens adorent la nouveauté, les sensations fortes et jouer avec les limites. C'est pourquoi, selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, près d'1 jeune sur 2 teste aujourd'hui les produits à la mode. Au bout du chemin, il y a toujours l'addiction. Certains ados finissent totalement dépendants et perdent pied avec la réalité.
Hôpital Paul Brousse de Villejuif. Un des pôles les plus importants de prise en charge des conduites addictives en France. Exceptionnellement, nous avons pu filmer dans le service spécialisé pour les mineurs ou jeunes adultes. Tu t'es un peu précipité. Éducation sportive, ateliers artistiques, groupe de parole. Le sevrage, l'abstinence, etc. La prise en charge couvre un champ très large. Ce matin-là, une psychologue et une infirmière accueillent des jeunes accros aux drogues dures. De classe moyenne, ouvrière ou aisée, les patients viennent de tous les milieux sociaux. À l'aide d'un jeu de rôle, les soignants veulent leur apprendre à résister à la tentation par eux-mêmes. Donc là, du coup, on va faire un jeu de rôle. Je vais essayer de vous tenter. Mon but, c'est de vous faire consommer. Avec on a ramené de la coke. Du coup, elle est plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment sympa. Tu l'as sur toi, là? Tu lui donnes? J'en prends pas. Non, mais là, elle est super bonne. Tu peux pas dire non, c'est pas possible. Ah mais non, ça va pas être possible. Mais si, c'est cadeau, t'inquiète. Non, vraiment, ça va pas être possible. Enfin, là, vraiment, si t'insistes plus, il va falloir que je parte parce que c'est pas possible. C'est bien, t'es là. Sandra, cette jeune fille de 18 ans est accro à la cocaïne et au crack depuis qu'elle est au lycée. Arrivée il y a 15 jours, elle est en progrès sur le chemin de l'abstinence, même si rien n'est encore joué. Sois un peu plus sûre de toi. Parce que là, tu leur murmures les choses. Voilà, t'es déterminée. Y a rien vraiment d'aussi bon. Ouais, c'est compliqué de garder intérêt dans le reste parce que c'est un tel rush de plaisir et tout que ouais, c'est compliqué d'avoir envie d'autre chose. Grâce à cette prise en charge psychologique, la jeune fille montre déjà des signes encourageants. Moi, dans mon groupe d'amis, tout le monde consomme. Et c'est un peu comme si nos amitiés étaient fondées sur la consommation parce qu'on ne sait pas faire autre chose ensemble. Et moi, c'est un truc du coup, dont je me suis rendu compte là et je trouve ça nul. Et du coup, j'en ai parlé avec mes amis et on essaie justement de mettre en place d'autres manières de se voir, de faire des soirées sans rien. Ici, les soignants leur apprennent à reprendre confiance en eux. Chaque difficulté surmontée, aussi petite soit-elle, est déjà une victoire. Alors, l'objectif, c'est que quand ils souhaiteront être dans l'abstinence, c'est qu'ils aient au moins les outils, quelques petites stratégies. C'est sûr que c'est pas ça qui va les aider à complètement rester abstinents, c'est pas ça qui fait l'abstinence, mais par contre, c'est les aider au moins à avoir ces petits outils-là en poche pour après, quand ils seront à l'extérieur. Frustrés de devoir partir. Alors existe-t-il des signes avant-coureurs de cette addiction? Un parent peut-il repérer chez son enfant un problème lié à la drogue? Un des signaux, en tout cas nous souvent, c'est de dire où ils en sont au niveau scolaire. C'est-à-dire que s'ils commencent à avoir de l'absentéisme, c'est un des premiers signes. Parce qu'effectivement, s'ils ont consommé, ils sont trop défoncés pour aller en cours le matin, ils vont être complètement décalés aussi au niveau du rythme. Mathieu, ce lycéen de 15 ans est accro au cannabis depuis la classe de seconde. Aujourd'hui, il ne va plus à l'école, le temps de se guérir de ses addictions. Quand on arrive à une très forte consommation à cause de notre addiction, etc., ça nous prend tout le temps de notre journée. Donc du coup, c'est ce que j'ai vécu. Je prenais pas le temps d'aller en cours, mais je prenais le temps de consommer. Toute notre journée s'organise autour de ça. Cela fait 20 minutes que les soignants jouent plusieurs rôles pour les entraîner à résister aux tentations de l'extérieur. Un exercice encore très difficile pour certains patients. Comme pour Paul, ce jeune homme dépendant au cannabis, aux médicaments et à l'alcool. Une polyaddiction qui le rend encore très vulnérable. Tu joues ou pas? Je suis déjà entré. Ah, tu veux faire la pause? Ouais, je veux. Est-ce que tu veux aller prendre quelque chose au poste de soins avec Vanessa? Ou est-ce que tu veux juste aller faire un tour? Tu veux que j'appelle Marine? Tu veux que j'appelle Marine pour juste aller faire un tour? Ouais, je vais appeler Marine. Paul, en crise de manque, sort quelques minutes pour se calmer. Justement là, suite à l'atelier, à des fortes envies de consommer des produits. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on sort le jeune de l'atelier et soit il voit une infirmière pour pouvoir en discuter et si besoin, on va donner un traitement pour l'apaiser un petit peu. Donc ça arrive assez souvent, justement? Ça peut arriver, oui. Ça arrive régulièrement. Comme tous les jours, ces jeunes vont partager un déjeuner tous ensemble. Ce repas, c'est l'un des seuls moments de socialisation qu'ils vivent durant leur journée. Avant d'être hospitalisés ici,
Sandra passait ses journées seule dans sa chambre à prendre du crack, un dérivé de la cocaïne. Moi, j'ai commencé à consommer des produits en soirée quand j'étais au lycée. Des petits trucs festifs, MDMA, kétamine, LSD, tout ça. Et c'est devenu vraiment une habitude dans toutes les soirées. Après, j'ai commencé à consommer seule quand je me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé à prendre du crack. Et là, c'est devenu mon gros problème. Et du coup, venir ici, je suis obligée de me lever le matin, je mange. C'est un changement. C'est que le soin, il fait effet, quoi. Et puis, on est dans un endroit qui est bienveillant et voilà, ça fait du bien. L'histoire de cette jeune fille n'est pas un cas isolé. Et pour cause, parmi les drogues les plus addictives, on trouve la cocaïne. Elle arrive juste après le tabac et l'héroïne. C'est le produit illicite le plus consommé en France après le cannabis. Mais quels sont les risques pour la santé d'un adolescent qui consomme des psychotropes? Le docteur Lisa Bléchat travaille au service addictologie de l'hôpital Paul Brousse depuis 18 ans. Elle a déjà reçu de nombreux adolescents accros aux drogues. Problème, le cerveau est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans. La consommation de substances vers les 14-15 ans, ça peut nuire au développement du cortex préfrontal. Et donc, peut nuire au développement d'un raisonnement vraiment adulte. Et donc, ça va nuire à l'insertion socio-professionnelle de ces gens-là. Ça va nuire à ces relations intimes futures. À l'école aussi. À l'école aussi. À l'école aussi. Ce sont les parents qui ont entamé les démarches pour que ces jeunes puissent être pris en charge ici. Bonjour. Cet après-midi-là, Alix Gonneau, psychologue, reçoit les parents du jeune Paul qui a fait une crise pendant l'atelier ce matin. Elle veut les entendre et savoir comment ils vivent l'hospitalisation de leur fils. Alors comment ça se passe avec en ce moment ? C'est super angoissant. Et puis ça nous stresse beaucoup parce qu'on voit arriver la reprise de son école ou de sa scolarité et que on se demande comment ça va se passer. Donc forcément, ça génère aussi quand même des conflits entre nous. Ça, vous nous l'avez dit à plusieurs groupes que vous essayez de ressortir un petit peu tous les deux, d'avoir des temps à vous, mais individuellement. Si vous n'avez pas un truc qui vous aide à digérer un petit peu tout ce qui se passe... Ouais, non, il faut que je trouve quelque chose. En tout cas, merci d'avoir fait ça avec nous. De rien. Le jeune va être envahi par le produit, aussi bien, les parents, quelque part, ils sont aussi envahis par le produit. Parce que ça, pour le jeune, ça a pris toute la place. Ça a pris la place des activités loisirs, ça a pris la place à l'extérieur, à l'école, avec les amis, un isolement. Mais finalement, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que souvent, avec les parents, ça peut avoir le même impact. Ils sont tellement absorbés par les difficultés, ils veulent tellement venir en aide à leur enfant. Et là, les parents le disaient bien, c'est qu'eux aussi, ils ont abandonné leur activité loisirs. Eux aussi, ça leur prend la tête quand ils rentrent le soir à la maison. Eux aussi, ils savent pas quoi faire, ils ont envie d'en parler. Au fond, la dépendance d'un adolescent perturbe tout un foyer et toute une famille. Ses parents, qui sont aimants, pensaient avoir fait le maximum pour leur fils. Aujourd'hui, ils éprouvent une forme de honte et cette histoire les a isolés de leurs amis et de leurs collègues, comme c'est souvent le cas. Il y a de la culpabilité aussi fort, en tant que parent. Fort, très très fort. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a loupé. Qu'est-ce qu'on a fait qu'il fallait pas. Oui, ou alors, oui, au contraire, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a trop couvé, toutes les questions passent. C'est très difficile à vivre parce que vous essayez de revoir toute sa vie et la vôtre, bien évidemment. Puis dire qu'est-ce que j'ai foiré, puis vous repassez des petits événements, des petits trucs qui ont lieu dans la jeunesse, et puis est-ce que c'était pas des signes avant-coureurs qu'on aurait dû mieux exploiter. Ces situations extrêmes rappellent que la drogue peut faire vivre aux jeunes ainsi qu'à leur famille un enfer. Alors, comment ne pas s'inquiéter quand on sait que la consommation de drogue chez les jeunes est de plus en plus précoce ?